le cas que nous vous présentons aujourd'hui se situe dans un parc de loisirs qui est accessible au public, qui a été franchement inauguré quelques semaines plus tôt dans des conditions particulièrement éprouvantes. Alors, le directeur du site de loisirs est inquiet face à une équipe démobilisée et très affectée. Alors, d'une part, il peine à mobiliser ses managers pour penser et organiser l'étape suivante d'après lancement, c'est-à-dire le développement commercial du parc. Et il doit gérer quotidiennement une plainte globale incessante qui le laisse démuni, malgré son écoute, malgré son implication et malgré ses recherches de solutions. Et cette plainte récurrente pourrait être résumée sous une forme synthétique. On a ouvert trop tôt, sans être prêt, la direction du groupe n'a rien voulu entendre, le public a été d'une violence inouïe, on n'a pas pu faire face et ça n'est pas terminé. Voilà. Alors, les agents d'accueil qui ont été et sont soumis à diverses formes d'incivilité. Donc, on refuse de respecter les espaces fumeurs ou les espaces verts, on jette des papiers ou des détritus par terre, il y a des insultes, des crachats, des intimidations, des menaces verbales ou physiques. Toutes les formes sont représentées. Et face à ces comportements, les agents d'accueil sont supposés devoir agir, en fait, même s'ils préféreraient éviter. Alors, Roberta nous a parlé des tentatives de solutions. Ce qu'ils mettent en place dans ces situations, c'est que dans un premier temps, quand cela leur est possible, ils sont tentés d'éviter la confrontation. Ils vont attendre le dernier moment pour intervenir. Ils vont s'arranger pour ne pas être forcément disponibles s'ils voient quelque chose. Mais quand ils ne peuvent plus éviter, alors ils vont tenter de raisonner, de rappeler la règle, le règlement intérieur, de faire la morale, etc. Et en toutes circonstances, ils vont prendre sur eux, en fonction de ce qu'ils vont ressentir, chercher à dédramatiser à la fois les menaces et les provocations. Et quand, malgré cela, ils se retrouvent à monter en escalade, ils finissent par capituler, impuissants, et à baisser les bras. Alors, agents et managers partagent ensemble leurs difficultés, donc ils se plaignent et essayent de trouver du sens à tout ce qui leur arrive. Donc, ils se disent que le public est mal éduqué, que l'espace de loisirs est mal conçu, et ils déplorent que la direction du groupe ne s'intéresse pas à eux, etc., etc. Alors, tous s'épuisent à constater leur impuissance respective à endiguer le flot incessant d'incivilité. Ainsi, tout comme s'épuise aussi le directeur du site à leur rappeler en vain, en tout cas au manager, qu'il faut maintenant préparer l'avenir. Et donc, alerté par le directeur du site, qui commence à fatiguer aussi, la direction des ressources humaines du loisir, du groupe de loisirs, envisage de mettre en œuvre une formation pour aider les équipes à mieux gérer les incivilités et évaluer les besoins éventuels d'accompagnement psychologique. Et c'est dans ce cadre qu'elle a fait appel à l'acte. Alors, notre intervention de problem solving va chercher dans un premier temps à identifier d'abord les acteurs mobilisables et leurs préoccupations. Donc, nous avons ici la direction du groupe, le directeur du site et les managers et agents d'accueil et de sécurité qui ont chacun leurs préoccupations. Alors, la méthodologie d'intervention de problem solving, comme l'a introduit et explicité Roberta, va être utilisée là à chaque étape du dispositif d'intervention que je vais vous présenter sommairement tout à l'heure. Donc, elle va avoir pour effet essentiel, de mobiliser et de responsabiliser tous les acteurs, aussi bien dans leur dimension personnelle que professionnelle. Et elle permet aussi de focaliser l'attention sur des préoccupations présentes. Et c'est bien ça le point très important, en identifiant notamment les tentatives de solutions sur les situations telles qu'elles se présentent actuellement, et d'orienter le travail à la fois sur un niveau individuel et collectif vers l'avenir. Alors, dans un premier temps, nous avons mis en place un diagnostic opératoire pour mettre en lumière les difficultés rencontrées par les acteurs impliqués et la manière dont ils tentent d'y résoudre, d'y répondre. Donc, on a été ainsi rencontrés, le directeur du site, et on a fait un groupe de 8 personnes composé d'agents, de managers, sur la base du volontariat. Et c'est au cours d'une réunion de restitution auprès des commanditaires que sont clarifiés les objectifs et sont discutés et décidés la mise en œuvre d'actions ciblées.
Et donc, il y a eu 2 grandes actions ciblées suite à cette phase de diagnostic, des ateliers de formation et un séminaire de cohésion d'équipe. Le tout se terminant par une réunion de clôture. Alors, nous n'allons évidemment pas illustrer à chaque étape de la grille dont vous a parlé Roberta, à chaque moment de l'intervention. J'en vois qui sont un peu soulagés là, mais je l'imagine en tout cas. Mais nous avons choisi de faire un petit aperçu sur 2 étapes particulières, les 2 premières, la définition du problème et la définition de l'objectif, au cours d'ateliers de formation. Alors, dans les ateliers de formation, nous demandons généralement aux participants de partir d'un cas réel à partir duquel nous travaillons avec le groupe à l'aide de la méthodologie de problem solving, ce qui permet à chacun et à tous de co-construire une nouvelle perception de la situation. Alors, Pierre, qui est un des responsables de l'accueil, se lance et nous raconte son histoire en fait. Donc, il nous dit l'autre jour, je fais tranquillement le tour du parc et je me retrouve face à une bonne femme de 70 ans environ, les cheveux blancs, bien sous tout rapport, en train de fumer sa clope, comme si de rien n'était. Et quand je la vois, je n'en reviens pas. Je suis tellement soufflé de la voir se comporter comme une gamine de 15 ans que je ne sais pas quoi faire en fait. Donc je la regarde sans agir au début pour voir ce qui va se passer. Et puis, je finis par lui dire « Madame, s'il vous plaît, il est interdit de marcher sur les pelouses, de fumer dans le parc, en dehors de ces zones réservées. Donc, je vous demande d'éteindre votre cigarette, madame, et de quitter la pelouse. » Donc, la femme ne me regarde même pas dans les yeux et me répond d'un ton sec « Foutez-moi la paix, je fais ce que je veux. » Donc, Pierre nous précise qu'à ce moment-là, il a vraiment envie de lui hurler dessus, mais qu'évidemment, il va prendre sur lui. Et Pierre nous dit, je lui répète un peu plus fermement, Madame, marcher sur la pelouse et fumer ici est interdit par le règlement intérieur. De plus, vous donnez un mauvais exemple aux enfants. Une dame de votre âge devrait donner le bon exemple, justement. Et Pierre nous dit, je n'avais pas le temps de finir ma phrase, qu'elle me nargue et me dit, vous m'ennuyez, monsieur, je fais ce que je veux, un point, c'est tout. Je suis furieux contre elle, dit Pierre, mais à ce stade, je ne peux rien de plus, évidemment. De toute façon, je suis tellement vexé, hors de moi, contre elle, contre moi aussi, je me sens nul, je me casse et je me dis que en fait, on n'a pas les moyens de répondre à ce type de comportement. Alors, je ne sais pas si on a l'occasion de peut-être poser cette petite question, mais d'après la petite narration, en fait. Une question, c'est bien. Quel est le problème, selon vous, de Pierre, en fait, tel que vous l'avez entendu et tel qu'il s'est exprimé? Vous pouvez répondre éventuellement dans le chat. Sur le chat, voilà, on peut laisser 30 secondes pour répondre. Voilà, un petit moment. Et puis, évidemment, en pensant, à ce qu'a indiqué Roberta, c'est-à-dire les 5 aspects du problème. On reconnaît les étudiants de l'école qui sont au taquet. Je vois Sandy, ils n'arrivent pas à faire respecter les règles de civilité. Voilà. Pour les autres, si vous pouvez pareil, mettre votre avis. Guillaume, Béatrice, Patricia, choquée par ses valeurs personnelles et impuissant à agir. Ok, Patricia. Ouais. David, il se sent impuissant. Oui. Allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. Il est dépendant de la bonne volonté des visiteurs. Anne. Ok. Il ne se sent pas avoir les moyens de faire respecter les règles. Il ne sait pas faire, d'accord. Alors, Johan dit il a un préjugé en la voyant. Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Il se fait agresser dans le cadre de son travail. Ok. Donc, là, il y a pas mal de réponses. Il se sent impuissant, ne sait pas imposer une autorité s'il s'y prend mal. Ok. Très bien. Super, très bien. Il y a plein de choses. Ouais. Alors, l'enjeu, évidemment, c'est d'essayer d'y voir plus clair, à la fois dans l'intervention pour Pierre et évidemment pour l'ensemble du groupe qui travaille avec lui.
Alors, comme l'a dit tout à l'heure Roberta, l'enjeu de l'étape de la définition du problème, c'est vraiment de traduire le problème en termes concrets, actuels, dynamiques et interactionnels à l'aide du questionnement. Donc, on a choisi les deux étapes, l'étape du problème et l'étape de l'objectif, parce que ce sont en fait les deux facettes d'une même pièce. Et donc, ça va me permettre d'aborder un peu plus précisément la situation. Alors, ce qui se passe... attendez, j'ai juste un petit souci de page. Donc, voilà. Donc, pardon, je reprends le fil. Alors, définir le problème selon la méthodologie de problem solving, ça va consister à le traduire, ça je vous l'ai dit, pardon. Et donc, l'enjeu, voilà, c'est de passer d'une plainte, la plainte de Pierre notamment, à une demande exprimée de manière plus factuelle. Alors, les questions qui nous y amènent, hein, ça va être quel est le problème dans cette situation? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que lui qui sont impliquées? En quoi c'est un problème pour lui? Donc, vous avez répondu. À quel type de situation et d'événement précisément le dérange? Quelles sensations, etc., etc. Et donc là, finalement, tout le groupe va arriver à une conclusion, une synthèse que une visiteuse refuse de modifier son comportement pour se conformer au règlement. Pierre va essayer de résoudre seul, pensant en avoir les capacités, mais il réalise qu'il est démuni dès que l'échange de la visiteuse quitte le registre courtois et cordial, donc dès qu'il est dans une situation de provocation. Et là, tous les participants commencent à voir un peu plus précisément la situation et se reconnaissent dans cette situation. Depuis l'ouverture du parc, tous reconnaissent que, en fait, ça arrive de moins en moins souvent. Et c'était une différence par rapport à leur plainte, puisque on avait l'impression dans leur plainte que c'était toujours aussi fort qu'au moment du lancement. Donc, ils ont tous entendu ça, mais en fait, ils restituent que tous, ils redoutent que ça arrive toute la journée. Et donc, les agents sont très affectés de cette anticipation. Et enfin, Pierre est pris dans un conflit. Quand il est face à cette situation, il essaye de garder la face et il fulmine parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, par rapport à l'objectif, on peut poser la question aussi, quel est l'objectif, mais on peut avancer un petit peu, peut-être un petit peu plus. La question va être posée aussi au groupe, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait atteindre comme objectif? Qu'est-ce qu'on vise en fait? Ça serait quoi une amélioration par rapport à ça? Alors, définir l'objectif selon la méthodologie problem solving, ça va constituer aussi à le traduire de manière smart, dont vous a parlé Roberta. Et là, il y a deux questions qui sont assez précieuses. C'est quel signe indiquerait que ce problème est résolu? Donc, en général, tout le monde a dit, s'il n'y avait plus d'incivilité, ça serait résolu. Donc, c'est là où on voit que l'objectif doit être réalisable et spécifique. Et la deuxième question, c'est quel objectif minimal pourrait-on se donner sur ce chemin-là de la résolution? Donc, on va travailler en groupe là-dessus. Donc, ces deux questions permettent à Pierre et à l'ensemble du groupe de voir où ils en sont par rapport à leurs problèmes, de recadrer l'objectif s'ils sont irréalistes et s'ils peuvent d'ailleurs les conduire à coup sûr vers l'échec et la désillusion. Et donc, à travers cette question sur les objectifs, les participants vont réaliser évidemment qu'il est illusoire d'imaginer un monde sans incivilité. Et donc, c'est vrai que tous les matins, il vaut mieux s'y préparer, plutôt que de penser que ça ne va pas arriver. Et puis, ils envisagent la nécessité de se focaliser sur un objectif concret et commencent à entrevoir que la réponse aux incivilités peut être collective, en fait. Il y en a une qui dit, moi, j'aimerais ne plus être affecté par le mépris ou la sauvagerie des gens. Et puis, il y en a une autre qui dit, mais moi, j'aimerais faire ce que j'ai à faire dans ces cas-là, et même si ça ne marche pas, n'avoir rien à me reprocher et me dire que ce que j'ai fait, c'est ce qu'on attendait de moi. Et donc, tout ça va diffuser dans le groupe, va être les gens vont travailler autour de la notion de ce que j'ai à faire et ce qu'on attend de moi. Et ils vont commencer à élaborer que ce qui pourrait être une première étape, de s'accorder là-dessus sous forme de scénario, de procédure, qui serait discuté en équipe. Et ils commencent à imaginer que aborder la situation peut se faire en fait à un niveau collectif. En fait.
Voilà, et ainsi de suite en fait. Donc l'enjeu n'est pas de rentrer dans toutes les étapes, évidemment ça pourrait être intéressant d'avoir le détail, mais ont été abordés dans ces cadres-là également l'étape des tentatives de solution, de comment aggraver, du scénario au-delà du problème, comme l'a évoqué tout à l'heure Roberta. Les techniques de l'alpiniste et d'ajuster le tir se font effectivement quand on a la possibilité de travailler en plusieurs étapes et en plusieurs fois, et que chacun des participants a la possibilité de mettre en œuvre des choses, notamment sur la phase de 7 d'ajuster le tir. La technique de l'alpiniste, comme vous l'avez expliqué, Roberta, a plutôt été utilisée dans l'autre action ciblée qui a été le séminaire. Là, on se projette sur un projet et on essaye de voir comment on s'organise et on se structure. Alors, vous pourrez trouver tout le détail de ce cas dans le chapitre 9 quand le travail fait mal, puisque j'ai vraiment repris une petite synthèse en fait des 2 premières étapes, et vous pourrez suivre en fait l'ensemble des éléments qui ont été faits dans cette intervention. Alors, pour finir, pour clore très rapidement, finalement, ce qui a changé pour cette équipe et pour ces participants, c'est que individuellement, ils ont coupé l'espoir d'une journée sans incivilité, pour arrêter les effets surprises qui toujours les neutralisaient. Ils interviennent plus vite, ils ont compris que éviter le contact les entraînait vers quelque chose de plus coûteux, et ils savent mieux communiquer finalement en préservant la relation, puisqu'il y a eu plusieurs étapes en fait qui leur ont permis de tester de nouvelles façons de se mettre en communication. Et donc finalement, à un niveau individuel, ils ont gagné en souplesse avec des gens incivils ou dans des situations où il y avait de l'incivilité. Et puis, ce qui a changé collectivement aussi, grâce toujours à cette approche spécifique, c'est qu'ils ont eu moins besoin de socialiser leur impuissance, ce qui contribuait beaucoup à baisser le niveau de morale et de mobilisation pour le travail. Et leurs actions prennent valeur d'exemple pour le reste des collaborateurs, et donc ça génère plus d'échanges sur leur expérience. Et ils ont témoigné à la fin qu'au lieu de venir voir quelqu'un pour se plaindre, en fait, ils venaient voir quelqu'un pour expérimenter et témoigner de ce qu'ils avaient vécu, et de négocier ensemble qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux. Et donc, il y avait une dynamique en fait de travail qui s'est amorcée. Donc, il y a une évolution de la norme du groupe en matière de gestion des incivilités par ce biais-là. Voilà, j'ai été jusqu'au bout de la présentation du cas. Donc, merci beaucoup Olivier.